Eh bien, bonjour tout le monde. Merci de votre présence. Je me présente, Maxime Papins, responsable national de la prescription pour la société PAM Building du groupe Saint-Gobain. Je suis également membre de l'Association française des professionnels pour la géothermie et également d'un consortium qui s'appelle Isolons la Terre, qui est également une association. Donc nous sommes industriels français. On a une usine à Bayard-sur-Marne, qui est l'un des plus vieux sites industriels du groupe, 500 ans en l'occurrence, et on fabrique et fournit des solutions en fonte. L'objet de ma présentation aujourd'hui, c'est de parler de notre gamme assez spécifique qui s'appelle Elixir, qui est une gamme géothermique, en l'occurrence le puits climatique ou le puits canadien, ou encore le puits provençal. Donc l'objectif, voilà, c'est d'utiliser une énergie renouvelable, à savoir la géothermie. Donc c'est un échangeur air-sol pour lequel on va utiliser des réseaux enterrés, dimensionnés en fonction d'un débit d'air. Et l'objectif, c'est de profiter de l'inertie thermique du sol et d'avoir un échange naturel entre les températures extérieures et celles présentes à 2 mètres, 3 mètres, 5 mètres dans le sol. Et ainsi, avec ce différentiel, on va pouvoir écrêter les températures extérieures de façon assez importante, ou moins, suivant le dimensionnement et le bâtiment qu'on va ventiler. Il y a 3 piliers à la réalisation d'un puits climatique, que sont la technique, la thermique et l'hygiénique, surtout pas négligé. Et notre solution est sous avis technique depuis 2011. Et c'est une solution en forte croissance à l'heure actuelle. Donc, le puits climatique, donc cette solution de réseau enterré, de ventilation enterrée, comme j'évoquais tout à l'heure, on va pouvoir utiliser cette solution sur une multitude de bâtiments différents. Donc on a un peu plus de 200 réalisations sur la métropole. Et donc ce réseau enterré, pour lequel on va écrêter les températures extérieures de façon naturelle, je ne l'ai pas précisé, mais c'est une énergie passive. Il n'y a pas de pompe à chaleur, il y a une unité de ventilation qui va être connectée au puits, mais ça s'arrête là. Donc c'est vraiment très rustique comme solution. En fait, ces écrêtements de température, on va pouvoir les appliquer à tout un tas de typologies de bâtiments. Principalement, on fait du confort de personnes, donc sur des ERP, établissements recevant du public. On fait de la maison individuelle, des bureaux, des crèches, des groupes scolaires, des sièges d'entreprise. Voilà, ça c'est à peu près 65-70% des réalisations sur lesquelles on fournit notre solution. Mais on voit depuis quelques années une augmentation de la nature des projets, à savoir l'industrie. On fait pas mal de zones de stockage, par exemple du stockage de médicaments, au lieu de travailler avec des ventiloconvecteurs, au lieu de travailler avec des climatisations, etc. Comme les régimes de température nécessaires à la conservation de ces biens n'est pas drastique, on peut tout à fait limiter les consommations, voire les supprimer sur ce type de bâtiment, en travaillant avec un puits climatique et un système de ventilation. Dans l'agriculture également, on fait pas mal de chais, l'élevage de vin n'aime pas du tout les variations brutales et rapides des températures. Et pareil, sur ce type de bâtiment, on peut tout à fait supprimer les besoins énergétiques et travailler uniquement avec le puits climatique et son système de ventilation. On a fait du stockage de fruits et légumes, par exemple. Donc là, on augmente la conservation aussi des biens. Donc ça, c'est vraiment des projets assez intéressants. Donc c'est plus du confort de personne, finalement, c'est du confort de biens. Donc un sujet assez intéressant et encore une fois, pas mal d'économies d'énergie à la clé. On a également aussi beaucoup de réalisations aujourd'hui sur des locaux techniques. Donc là, c'est plus du confort de biens, mais du confort de machines. On a fourni, par exemple, 33 relais électriques haute tension entre la ligne à grande vitesse entre Tours et Bordeaux, sur la ligne TGV. Sur ces 33 relais électriques, il y a à peu près entre 5 et 7 kW d'énergie à dissiper en permanence, puisque les relais haute tension dégagent de la température dans les shelters. Et à ce moment-là, par le biais d'une insufflation avec variation de débit et nos réseaux enterrés, on va couvrir ces besoins de rafraîchissement, et ce toute l'année.
Donc là, on a évité 33 climatisations sur ces 33 relais électriques haute tension. Et du coup, on retrouve ces solutions dans différentes typologies. On a fait un lycée à Nord-sur-Erdre du côté de Nantes. On ne ventile pas les classes, on ventile le serveur, la salle de serveur du lycée. Donc c'est pareil, il n'y a pas de climatisation sur cette réalisation. On travaille avec le puits climatique et une variation de débit. Ensuite, au niveau de la largesse ou de la taille des réseaux, on n'a pas forcément de limite. On peut faire une petite maison individuelle avec 100 ou 200 mètres cubes heure. Et notre plus grosse réalisation, elle est sur la droite de l'écran, c'est un puits climatique de 110 000 mètres cubes heure. Donc on est capable d'aller... bon, là, il y a 2 km d'échangeur dans le sol. Hein, donc, il faut quand même respecter le temps d'échange de l'air avec le sol. La fonte est très adaptée pour ça, puisqu'elle est à, pour ceux à qui ça peut parler, elle est à 36 watts mètre Kelvin. Donc c'est un excellent conducteur. On fait des chauffages en fonte et des fenêtres en plastique. Voilà. Donc il y en a un qui conduit bien, l'autre qui isole bien. Il y a tout un intérêt à travailler avec cette nature de produit. Et ce puits climatique de 110 000 m3, lui, il ventile un stand d'entraînement de tir fermé de l'armée. Il vient en lieu et place d'une unité de chauffage et rafraîchissement de 350 kW. Les personnels qui s'entraînent à l'intérieur n'ont pas besoin d'avoir un confort extrême. Par contre, comme on est à Orange, on peut avoir des températures estivales très élevées. Donc les personnels ne peuvent pas s'entraîner avec un soufflage à 40 degrés dans le dos, c'est pas possible. Donc là, le puits climatique, il vient vraiment en remplacement d'une unité dynamique, et ce pour la durée de vie du bâtiment. Donc il y a eu un investissement important au départ. Par contre, en coût d'exploitation, c'est une chute drastique au niveau de l'exploitation du bâtiment. Et l'armée étant propriétaire exploitant, forcément, à la genèse du projet, ils vont regarder aussi l'exploitation du bâtiment, et non pas que sa construction. Donc là, encore une fois, c'est un bel engagement. Mais derrière, je ne peux pas dire zéro en exploitation, parce qu'il faut une unité de ventilation à 110 000 m3, qui est quand même une consommation. Mais si on devait regarder le coefficient de performance, au niveau du puits climatique, on peut considérer qu'on est à 20, 25 au niveau d'un COP. Et ce, encore une fois, de façon gratuite, une fois qu'on a installé, évidemment, les réseaux. Donc, voilà, l'objectif de ce slide, c'était vraiment de montrer d'abord, le système est toujours le même. On va vraiment enterrer ces tuyaux, faire passer de l'air dedans et avoir un échange thermique. Ensuite, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces frigories et de ces calories. Et là, on comprend que on peut les exploiter sur une multitude de biens. La nouveauté, parce que ce n'était pas le cas en RT 2012, c'est qu'aujourd'hui, le puits climatique est présent dans le moteur RE 2020. Donc, ça désacralise vraiment la solution, la sortir un peu de sa niche. Et pour ceux à qui ça peut parler, on va avoir 3 leviers sur 3 indicateurs. Là, je vous montre une étude de cas en RE 2020 réalisée par Tribu Énergie. Donc là, on est sur un bâtiment scolaire en zone H3, donc en PACA. Et on voit les indicateurs degré-heure d'inconfort. Enfin, d'abord, on a un cas de base, 2 cas de base qui sont ici. Ensuite, différentes solutions énergétiques qui vont être appliquées. Et on voit sur l'indicateur degré-heure d'inconfort, par exemple, que le puits climatique permet une baisse en fonction de l'inertie du bâtiment, permet une baisse de 10 à 40% des besoins de rafraîchissement, de l'indicateur degré-heure d'inconfort sur ce bâtiment scolaire. En sachant que là, on est sur un débit d'air réglementaire. Donc, on peut imaginer qu'en surventilant un petit peu, au bon moment en fonction de l'inertie, on pourrait encore baisser cet indicateur du degré-heure d'inconfort. Sur le CEPNR, donc consommation d'énergie primaire non renouvelable, pareil. On va avoir une baisse ici de l'ordre... sur le DH, c'était 50 à 60% des heures d'inconfort, pas 10. Sur les consommations d'énergie primaire non renouvelable, donc particulièrement en hiver, on va avoir une économie en fonction de l'inertie de 10 à 40% de cet indicateur. Donc on a une belle baisse aussi. Et sur lycée énergie, donc ça c'est la consommation sur les 50 ans de durée de vie du bâtiment. Pareil, on va avoir une baisse sur le post-chauffage de 11 à 38% en fonction de son inertie. Donc c'est assez intéressant quand on cherche une solution non pas active
comme la clim, de travailler avec un puits climatique pour justement tempérer, et particulièrement en période chaude, ce type de bâtiment. C'est valable aussi pour des bureaux, pour d'autres typologies d'études. Il y a un point très important avec un puits climatique, c'est son couplage avec un système de ventilation. Les deux vont ensemble. Une ventilation naturelle via un puits climatique, je ne l'ai jamais vu encore, pour la simple et bonne raison, parce qu'on peut trouver par exemple des tours solaires sur des bâtiments ou comment dire, des ventilations naturelles. Un puits climatique a une perte de charge. Généralement, on est entre 60 et 100 pascal. Donc fondamentalement, l'air est feignant. Il passera partout, sur les ruptures d'étanchéité d'un bâtiment ou par les menuiseries, que par le puits climatique en ventilation naturelle. Donc il faut l'équiper d'un moteur. Un peu comme un châssis de voiture et un moteur. L'un et l'autre, les deux fonctionnent ensemble. Donc il y a deux principaux types de ventilation sur lesquels on peut se connecter. Là, on a un exemple des vergers d'Attainville, dans le 95. Ici, c'est une unité uniquement d'insufflation. Donc on a un caisson qui va de 0 à 6000 m3. Et en fonction du besoin énergétique du bâtiment, il y a une variation de débit qui va être organisée en fonction du confort, du ressenti des clients et des températures visées dans le bâtiment. L'autre type de solution est celle sur laquelle on se connecte le plus. Ça va être à peu près 30-35% de nos réalisations. Ensuite, on va trouver la double flux. La double flux, elle a cet avantage d'avoir un double moteur, de souffler, d'insuffler et d'extraire l'air du bâtiment. Et la double flux va avoir aussi un échangeur thermique. Donc là, on va faire attention au dimensionnement de cet échangeur. Ne pas mettre un échangeur à 90% de rendement quand on met un puits climatique, parce qu'on n'atteindra jamais ce 90% de rendement. Le rendement d'un échangeur, c'est fonction d'un delta. Et si on n'a pas du -7, on n'atteindra pas, ou du -5, on n'atteindra pas ce rendement de 90. Donc quand on met un puits climatique sur une double flux, on peut dégrader la performance de l'échangeur, et donc travailler avec du 70% par exemple. Donc faire une économie sur cette machine, mais en exploitant le puits climatique. Le gros avantage sur une double flux, c'est que le puits, lui, contrairement à l'échangeur thermique de la double flux, va rafraîchir l'été. Donc ça, c'est vraiment un des objectifs principaux en phase amont et en phase d'exploitation, c'est cette capacité de rafraîchissement estivale. Enfin, j'ai envie de dire période chaude maintenant, parce que voilà, des fois en septembre, en octobre, on peut encore avoir très chaud. En termes d'énergie passive, pour moi, le meilleur moyen de montrer l'effet d'un puits climatique, c'est la preuve par le résultat. Ça, c'est un graphique de données réelles sur les 31 jours d'un mois de juillet. On est en Ile-de-France, à Massy-Palaiseau, sur une surface de vente de 800 m², un showroom, baies vitrées, etc. On est dans des marnes sèches, donc ce n'est pas les sols les plus généreux en termes de calories ou de frigories. On est sous bâtiment à 95%, dans une zone d'activité commerciale. On pourrait se dire que ce n'est peut-être pas le meilleur endroit pour organiser de l'échange thermique. Ce qu'on voit ici, c'est assez simple. On va avoir donc les températures extérieures en orange. Le sol, on le voit en gris, qui est quand même relativement stable sur ce mois de juillet. Et en jaune, on va avoir les températures en sortie de puits climatique. Donc on voit ce phénomène d'écrêtement qui est assez conséquent. Et j'ai mis en exergue la plus haute température lors de cette phase d'analyse. Donc on est à 35,6 extérieur. On a un sol à 18,4 à 2 mètres de profondeur. Il est installé à 2 mètres. Et on sort à 24 degrés en plein milieu de la journée du mois d'été en sortie de puits climatique. Donc là, on a gagné une douzaine de degrés sur l'air extérieur. Traduit en kilowatts, on est à 7,6 kW de production froid sur ces 2200 m3. Donc c'est tout à fait suffisant pour cette surface commerciale. Ce qu'on note aussi, c'est que même pendant l'été, on peut préchauffer en pleine nuit. Donc là, on peut se poser la question, en fonction du bâtiment, est-ce qu'il est nécessaire de plutôt basculer sur l'air extérieur avec un bipass ou pas, ou d'exploiter le puits climatique. Ça, il n'y a pas de règle générale, c'est qu'est-ce qu'on ventile, pourquoi on le ventile. Est-ce qu'on exploite l'air extérieur ou pas à ce moment-là. Ça, c'est la gestion du puits en fonction du local qui est ventilé.
pour 2200 mètres cubeurs, c'est 2 réseaux de 30 mètres en diamètre 300 à 2 mètres de profondeur. Donc, on a profité du terrassement général du bâtiment pour aller implanter les puits climatiques en dessous. Là, on n'est plus à Massy-Palaiseau, on est à Colmar. Donc c'est des bureaux, des petits bureaux. 450 mètres cubeurs, 30 mètres de diamètre 200. Donc le diamètre va être fonction du débit d'air. On n'ira pas au-delà du diamètre 300 sur les échangeurs, parce que si on grossit trop le diamètre, on va minimiser l'échange thermique. C'est la surface de contact et le volume d'air qui va faire l'échange. Donc en conservant un bon ratio, le 300, ça va être le diamètre maxi. Là, on est sur plusieurs observations, donc on retrouve le même type de courbe. On voit ici l'été. Donc encore une fois, le formidable écrêtement. Là, on a un pic à 33,5, on sort à 21, avec un sol à 18. Et à 35,6 ici, on sort à 22. Donc c'est quand même assez conséquent comme rafraîchissement. Et ce qu'on voit ici, c'est 2 hivers différents. Là, on a un hiver qui n'est pas trop rigoureux. On a une descente à -5, un sol à 12. On voit qu'en été, on est à 18. En hiver, on descend à 12. On a quand même une sinusoïde au niveau de la température du sol. Et à -5, on sort à 7. L'hiver suivant, il est complètement différent. Il y a 10 jours de gel consécutifs, avec des descentes à -10, -11 degrés. Et un sol à 6. Et il n'est plus à 12. L'hiver précédent à 12, l'hiver suivant à 6 degrés. Pourquoi ? Parce qu'il y a ces températures assez extrêmes, quand bien même, à -11 extérieur, -10,5, on sort à 0 degré, 0,1 degré du puits climatique. Donc, ce qui est intéressant d'observer ici, finalement, c'est les deltas. Là, on est entre 10-12 degrés, 10-12 degrés, 10-12 degrés. On l'a vu sur Massy-Palaiseau aussi précédemment. Finalement, les dimensionnements qu'on propose vont amener de 10 à 12 degrés. En allant à 3 mètres de profondeur, on va augmenter encore cet échange thermique. Donc quand on va faire du chai, par exemple, on va allonger un petit peu plus les réseaux que pour du confort de personne, et on va l'enfouir un petit peu plus. Ça, c'est les paramètres qui nous permettent d'augmenter ou pas la puissance, et de regarder aussi le ROI par rapport au projet. Il me reste 3 minutes. Ce que je voulais vous dire ici, c'est qu'on fait tout le suivi des chantiers aussi auprès des entreprises. Il y a une magie avec la géothermie en général, ou le puits climatique. C'est qu'on va prescrire, on va travailler l'ingénierie et le design avec des bureaux d'études thermiques, en l'occurrence, les archis et bureaux d'études thermiques. Par contre, la mise en œuvre, c'est vraiment un métier de terrassier. Donc on change complètement de monde. En amont, en ingénierie, on va parler delta T, on va parler perte de charge, on va parler économie d'énergie, RE 2020 ou autre. En mise en œuvre, on va parler de mètres linéaires de tuyaux à installer, selon les règles de l'art, du lot voirie réseau distribution. Donc il y a aussi toute une réflexion à avoir en phase de prescription. Est-ce qu'on le garde au lot CVC au moment de l'appel d'offres, ou est-ce qu'on le met au lot VRD au moment de l'appel d'offres? Moi, je préconise plutôt de le mettre au lot VRD. Pourquoi ? Parce qu'un chauffagiste, dans 2 mètres de tranchée, il n'ira pas emboîter des tuyaux. Il va le sous-traiter. Donc, à chacun son métier. Et c'est intéressant aussi de pouvoir organiser tous ces suivis de chantier. Pour la simple et bonne raison, c'est quand on va le prescrire en lot CVC, on va pouvoir déjà sensibiliser l'ingénieur au moment de son calpinage, parce que ce n'est pas trop son lot en général, pour ne pas les déranger les autres réseaux également. Donc il y a tout ce savoir-faire autour de ça, et c'est toujours appréciable de suivre nos installateurs. Je vous remercie. Si vous avez des questions, avec plaisir. Bonjour. Bonjour. Une petite question au niveau du dimensionnement en fait, ces puits climatiques. Vous proposez des logiciels au bureau d'études ou... Okay. Alors, on ne propose pas de logiciel, on propose une note de calcul. Okay. Donc on va faire le calcul. On utilise tout simplement l'algorithme THBCE de l'ARE 2020. C'est la même méthode que l'ART, qui a été remise dans l'ARE, sauf qu'elle a été débuggée. Donc nous, on va vous remettre cette note de calcul réglementaire. Très régulièrement, on travaille sur des bâtiments où il y a une simulation thermique dynamique. Donc là, on va participer auprès du bureau d'études. On n'est pas à bureau d'études, mais on va vraiment l'aider à paramétrer Pléiade, TRN6, que sais-je, et le sensibiliser sur le paramétrage des températures de sol, la conductivité thermique du terrain, etc. Là, on accompagne.
Donc on remet une note de calcul réglementaire et ensuite on accompagne, on conseille sur les paramétrages en STD. Je vous pose une question parce qu'effectivement, on a beaucoup de mal de trouver en fait ces paramètres pour régler les bonnes valeurs dans le logiciel. C'est tout à fait ça. Et donc ce qu'on va chercher à faire, c'est par exemple dans la région où on imagine le puits climatique, où on doit le paramétrer, nous on va aller voir dans notre base de données, est-ce qu'on n'a pas déjà des relevés réels. En fait, le but, c'est d'aller challenger avec 2, 3 scénarios, 4 scénarios, l'ARE 2020, le Pléiade, ou que sais-je, des données réelles pour justement regarder cette performance en amont. Est-ce qu'on est bon ou est-ce qu'on est complètement décalé? Et puis, il y a aussi une notion en énergie passive au niveau des investisseurs. Il y a une notion de delta T à vendre. C'est-à-dire, voilà, on ne peut pas garantir à 100% du 21 degrés. Ce sera plus ou moins. Et ça, on a beaucoup d'exploitants qui le comprennent. Donc on change un petit peu d'état d'esprit par rapport à du dynamique. C'est une belle aventure en général. Merci. Éventuellement, il reste une question ou pas? En tout cas, je vous remercie déjà de votre présence, parce qu'un jour de grève, c'est pas évident. Et puis pour vos questions. À bientôt.